Depuis 3 ans, la guerre civile déchire l'Angleterre. D'un côté, le parti du roi, de l'autre, celui du Parlement. L'enjeu, comme d'habitude, le pouvoir. Voilà l'armée du Parlement. Les royalistes les ont surnommés avec mépris les têtes rondes, parce que ces puritains ont coupé leurs cheveux. Oh, il leur en a coûté à ces Anglais de devenir des rebelles, car ils savent bien qu'ils peuvent battre le roi 10 fois. Celui-ci restera toujours le roi. Tandis que, s'ils sont battus une seule fois, ils seront pendus. Aujourd'hui, 16 juin 1645, ils marchent vers le nord à la recherche de l'armée du roi pour lui livrer bataille. Et voilà le roi, Charles Stuart, premier du nom, 45 ans. Petit-fils de Marie Stuart, reine d'Écosse, sûr de Dieu et de son droit. C'est lui qui a décidé de faire front ici à Nesby et d'en finir une fois pour toutes avec ces rebelles. Car il est par la grâce de Dieu, souverain du Royaume-Uni, d'Angleterre, d'Écosse, de Galles et d'Irlande. Une seule couronne pour l'Écosse puritaine qui possède son propre parlement. Pour l'Irlande, catholique et frondeuse. Pour le tout petit pays de Galles, jalouse et fière. Pour l'Angleterre, enfin, la puissance qui monte en Europe, industrielle, commerciale et coloniale. Alors Charles Ier, il était un homme très courageux, mais aussi très timide en public. C'est-à-dire qu'il aimait la littérature, il parlait très bien sur les peintures, il pouvait expliquer ses idées sur la politique. Il croyait fermement à la droit divin, mais il ne comprenait pas du tout les réactions d'autrui. Il avait été très souffrant comme enfant. Il est devenu beaucoup plus fort quand il a grandi, mais il bégayait toujours un peu. Et cela était une difficulté pour un roi. Il aimait sa vie privée. Il était un très grand amateur des arts. Il avait une collection de tableaux merveilleux. Il montait très bien à cheval. Il était très courageux, mais il n'avait pas le don de parler facilement avec les gens ou de comprendre les idées d'autrui. Il était très rigide dans ses idées. C'est d'autant plus regrettable qu'en Angleterre, les souverains doivent compter avec le Parlement. Une vieille institution, importée par les Vikings, et qui réclame des droits de plus en plus étendus. Les armes à la main, s'il le faut, comme aujourd'hui. Le Parlement anglais remonte au XIIIe siècle. C'est donc une vieille tradition. Et le roi, qui a le pouvoir de convoquer, de dissoudre le Parlement, seulement il ne peut pas s'en passer, parce que si le Parlement ne vote pas de crédit, il n'a pas d'argent pour gouverner. En France, n'est-ce pas, la situation était très différente. Les États généraux n'avaient pas cette espèce de pouvoir sur le roi. Et puis, au temps de Charles Ier, on avait en France le grand ministre Richelieu qui essayait, et avec beaucoup de succès, à donner le roi vraiment une autorité presque absolue. Le Parlement était composé de 2 chambres, la Chambre de Lords, qui étaient non seulement les aristocrates, les pairs, mais aussi les évêques, et la Chambre des communes. La Chambre des communes représente les classes montantes de la bourgeoisie et de la petite noblesse. Avocats, armateurs, financiers, tous ces gens que les Anglais appelaient des merchant adventurers, des aventuriers marchands, car ici, le commerce est la grande aventure. Eh bien, en réalité, ce ne sont pas, à cause du système électoral, bien évidemment, ce ne sont pas des représentants des classes populaires. Ce sont des gens d'un certain standing financier qui ont une dignité matérielle et souvent intellectuelle, par exemple celle de la famille très évoluée du jeune Milton, le futur poète. Ils sont riches, ils participent au commerce des gros marchands de la cité, et il est très intéressant de voir que dans la liste des actionnaires des grandes compagnies commerciales qui vont vers l'Amérique ou qui vont vers la Moscovie, ce sont les membres des communes
qui sont les actionnaires pour la plupart. Ils étaient influencés par des idées venues de l'extérieur. En effet, le grand trouble du siècle précédent de la réforme protestante sur le plan religieux, les grandes agitations intellectuelles et politiques de l'Italie de la Renaissance un peu plus tard, tout ceci a atteint l'Angleterre une première fois, dès la fin du règne d'Élisabeth. Puis, de nouveau, le choc vient frapper l'Angleterre. Et l'on pourrait dire que la ville de Londres, qui est très importante, plus importante que toutes les autres villes du continent, qui a de l'ordre de 300 000 habitants, avec son estuaire de la Tamise, qui s'ouvre comme une bouche, comme une gueule avide pour aspirer les idées du continent venu de Hollande, avec son expérience originale, venue de la vallée du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, avec les expériences des villes comme Strasbourg, Genève la protestante, qui touchent même à travers les Alpes les grandes expériences politiques de l'Italie du Nord, de Florence jusqu'à Venise, toute cette ville est agitée de soubresauts intellectuels. Les Anglais souhaitent faire une expérience nouvelle. Les Anglais de ce siècle, avec ce roi traditionnel, monarchiste, de tendance absolutiste, veulent au contraire expérimenter sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan scientifique. On parle de la circulation du sang, que l'on vient de découvrir, mais l'on parle aussi des possibilités expérimentales de nouvelles méthodes politiques. Pour tout dire en un mot, l'anglais est d'esprit novateur. Et il veut donc que les choses changent. C'est au nom de la religion aussi que les soldats du Parlement marchent contre le roi. Ces puritains le soupçonnent de vouloir rétablir le catholicisme en Angleterre, car sa femme est française et papiste, comme ils disent. Or, ils détestent la religion catholique, son luxe baroque, sa liturgie fétichiste. Ils haïssent les prêtres et les évêques de l'Église officielle, qui sont les agents du pouvoir. Entre eux et Dieu, ces protestants ne veulent plus d'intermédiaires, plus de hiérarchie. Il y a une anecdote sur la religion anglaise qui date de l'époque de Louis XIV, je crois, dans les mémoires quelconques. Un étranger, un Anglais qui était à Paris, on lui demandait quelle était sa religion. Vous êtes protestant, monsieur? Non, je ne suis pas protestant. Alors, vous êtes catholique, monsieur? Non, je ne suis pas catholique. Mais alors, qu'êtes-vous? Ah, en Angleterre, nous avons une petite religion à nous-mêmes. Comment est-ce que ça est arrivé? Au temps de Henri VIII, il voulait divorcer. Enfin, c'est Henri VIII qui avait tellement de femmes, mais c'était sa première femme qu'il voulait divorcer. Et le pape ne voulait pas lui donner la permission de faire ça. Alors, il a tout simplement répudié l'autorité du pape et se proclama que lui était le chef de l'Église d'Angleterre. Il ne changeait presque rien d'autre. On gardait la hiérarchie des évêques et on gardait presque toutes les cérémonies, sauf en anglais, pas en latin. C'était presque les seuls changements qu'on faisait. Donc, au départ, c'était une religion séparée de Rome, mais au fond, toujours catholique. Le protestantisme est arrivé plus tard en Angleterre, avec l'influence de Calvin, surtout, et aussi beaucoup de sectes. Les plus fanatiques d'entre eux, les puritains, toujours vêtus de noir, réclament une religion à l'image de leurs vertus traditionnelles, la simplicité et la sobriété. Dans leurs églises, ils ont arraché tous les ornements, banni toute liturgie. Plus de statues, de tableaux, de cierges profanes, plus de messes solennelles, mais seulement la lecture de la Bible et le sermon qui dure des heures. Plus d'adoration bruyante, mais la prière à voix basse. Voici l'intérieur très simple, sans statues, sans vitraux,
son image, tout est interdit. Mais dans le temps de Cromwell, cette croix n'aurait pas là. C'est tout interdit. Dans l'intérieur du chapelle, nous avons la famille, le maître et son enfant. En haut, les serviteurs, et ici, il y a les travailleurs. Pour les puritains, il y a seulement Dieu et l'homme, face à face, sans évêque, sans prêtre, sans aucun intermédiaire. Humilité suprême ou suprême orgueil, c'est la religion de l'homme seul, face à son Dieu. Quel contraste avec la chapelle privée de la reine, spécialement construite dans le palais de Saint James pour Henriette Marie de France, épouse de Charles Ier. La difficulté est que Henriette Marie était naturellement catholique. Angleterre est protestante. Elle avait le droit dans son contrat de mariage d'avoir sa propre chapelle à elle. Et les catholiques secrets en Angleterre pourraient venir dans sa chapelle entendre la messe. Aussi, elle convertissait beaucoup de dames de la cour. Et c'était à la mode de devenir catholique. Et ça, c'était très mal vu en Angleterre. Et puis la reine, Henriette Marie, princesse de France, fille cadette de Henri IV, avait un caractère très fort. Elle avait hérité de son père un grand courage, mais malheureusement aussi de sa mère, Marie de Médicis, une obstination et pas une très grande intelligence. Eh bien, Charles avait l'habitude de consulter sa femme sur des questions politiques. Et pendant 11 ans, 11 longues années, Charles a gouverné sans convoquer de parlement. 11 ans de tyrannie grognent ses ennemis, car le roi lève des impôts sans l'autorisation du Parlement, avec l'aide de son premier ministre, Strafford, qui est détesté par tout le monde. Et avec l'aide de l'archevêque de Canterbury, William Laud, Charles Ier cherche à unifier la religion du royaume et à imposer un seul livre de prière à tous ses sujets. Ceux qui refusent de s'incliner sont traînés devant la chambre étoilée, un tribunal d'exception qui les condamne à avoir les oreilles coupées ou la langue percée. Cette période, toutefois, se termine en catastrophe pour lui. En effet, peu de temps avant la fin de ces 11 ans de tyrannie, le roi et son archevêque décident d'imposer la liturgie de l'Église officielle à l'Écosse, froissant ainsi non seulement le sentiment religieux, mais également national des Écossais. Les Écossais en colère déchirent le livre de prière et se rebellent contre le roi. C'est la guerre. Ils envahissent l'Angleterre, qui voulait les envahir. Alors Charles Ier penaud est obligé de convoquer le Parlement pour lui demander des sous. Après 11 ans d'attente, le Parlement tient enfin l'occasion de prendre sa revanche, d'humilier le roi, de le faire plier. À la Chambre des communes, un groupe de députés mène l'offensive contre la toute-puissance du roi et réclame un nouvel équilibre des pouvoirs. L'un d'entre eux, un obscur gentilhomme de province, s'appelle Olivier Cromwell. Il a 40 ans. Il va bientôt faire parler de lui. Un curieux homme, solide, carré, obstiné, mais qui a eu plusieurs crises de mysticisme. Un puritain, fanatique et réaliste à la fois, et qui parle comme la Bible. Alors, le moment que le Parlement est convoqué et arrive à Westminster, c'est le conflit. Le roi est aux abois, il ne peut rien faire. Il est sans pouvoir parce qu'il n'a pas d'argent. Alors, le Parlement envoie l'archevêque à la Tour de Londres. Il condamne et exécute le Premier ministre Strafford, qui eût été le Richelieu de Charles Ier. Et puis, il insiste à passer de nouvelles lois, que le roi ne peut jamais plus lever une taxe, un impôt, sans le consentement du Parlement. Et enfin, après quelques mois, sentant leur pouvoir, ils demandent que
le Parlement et pas le roi aura le contrôle de l'armée. Et ça, c'est le moment où Charles Ier commence à résister. Mais il fait une erreur formidable. Il marche à la tête de sa propre garde à la Chambre de commune et cherche à arrêter les 5 meneurs de l'opposition. Ils sont déjà échappés par une porte dérobée. Alors, il n'a jamais pu réparer cette faute. Maintenant, c'est visible qu'il désire user de la force contre son Parlement. Il fuit de Londres, il commence à lever une armée. Le Parlement fait de même. Alors, quand 2 pouvoirs opposés commencent à lever 2 armées, c'est la guerre civile en quelques mois. Le Parlement tient Londres, la capitale, la grande ville, avec son immense réservoir d'hommes et de richesses. Une ville débordante d'activité et de dynamisme, dont les marchands envoient leurs vaisseaux en Inde, en Afrique, en Amérique. Une ville riche et puissante, ouverte sur le large et sur le vaste monde. Le roi, lui, va s'installer au cœur de l'Angleterre, à Oxford, la vieille ville universitaire qui date du XIIIe siècle, dont il fait sa capitale et son quartier général. Et l'Angleterre est coupée en 2. L'Ouest est aux mains du roi, tandis que le Parlement s'appuie plutôt sur les provinces de l'Est. Qu'on ne s'y trompe pas, cette guerre n'est pas l'affaire du peuple, mais celle des notables. Le choix n'est pas facile pour ces gentilshommes déchirés entre leur fidélité à la couronne, leurs convictions religieuses et leurs intérêts matériels. Comme ici, la famille du sieur Popham. Celui-ci a fini par prendre le parti du Parlement. Il a transformé son manoir de Littlecote en petite garnison. Et il a levé autour de lui, parmi ses gens, un régiment de fantassins et un escadron de cavalerie. Au début de la guerre civile, il n'y avait pas d'armée régulière en Angleterre. Il y avait la garde du corps, très faible, 150 hommes peut-être, et la milice. Mais l'esprit de la milice était très mutinerie et mal entraîné, sauf à Londres et en Cornouailles. La milice avait très peu de valeur militaire. En général, le Parlement a payé pour les chevaux et pour la sellerie. Mais je crois qu'ici, les habits de peau de buffle, etc., que vous voyez, les armes de cuirassier, sont payés par la famille Popham. Et c'est pour cette raison qu'il existe ici encore collection unique en Angleterre. Les armées anglaises de la guerre civile ont suivi la modèle hollandaise de la guerre de 30 ans. Il y avait infanterie, piquiers et mousquetaires, et cavalerie, cuirassiers et dragons. L'infanterie n'était pas du tout mobile. Les piques étaient longues et lourdes. Les mousquets n'avaient pas un tir rapide. Il fallait 2 minutes pour recharger. Les cuirassiers étaient armés déjà comme les cuirassiers de Napoléon. Voilà le soldat typique de Cromwell. C'est un cavalier avec son casque qu'on appelle queue de homard. Le soldat l'appelle le pot, avec le triple barre qui est typique pour l'Angleterre à cette époque. Il a une tunique en peau de buffle qui
le protège bien contre les coups de sabre et un cuirasse qui est peinte pour le protéger de la rouille. Il a une longue épée lourde, un carabine, parfois à pierre, un mousqueton. Surtout, il a 2 pistolets dans les fentes de la selle. Entre nous, beaucoup des soldats royalistes sont habillés exactement de la même façon. Et pour ça, pour se reconnaître dans les batailles, les royalistes ont porté une grande écharpe rose foncé. Et pour le Parlement, orange. Au début de la guerre, le roi remporte quelques succès à Edgehill et à Newbury. Pendant 2 ans, le Parlement piétine, malgré une belle victoire de Cromwell à Marston Moor. Alors il se résigne à transformer complètement son armée et au cours de l'été 1645, il la lance au devant du roi pour la grande confrontation qui aura lieu à Neseby. Cromwell's here! Cromwell and his Ironsides are with us! Look, he's come! À la veille de la bataille, Cromwell arrive au rendez-vous à la tête de 600 cavaliers. Le petit député de province s'est révélé un formidable chef de guerre. Avec quelques autres, c'est lui qui a forgé cette armée d'un nouveau modèle, la New Model Army, la première armée régulière et permanente d'Angleterre. Des citoyens en armes, pour qui Cromwell est l'homme de fer. Ils l'ont baptisé Ironsides. Cromwell, c'est un problème. J'ai bien du mal à comprendre Cromwell. C'est un caractère extrêmement compliqué, à la même temps très simple et très mystérieux. C'est la foi qui prime tout. Il ne faut jamais oublier. Il croit qu'il parle à Dieu, il croit ça vraiment. Il ne désirait pas la guerre, et quand la guerre commençait, il n'avait jamais eu aucune expérience militaire. Mais du moment qu'il offre de lever une petite troupe, sa génie commence à se faire voir. Et dans une année, tout le monde sait qu'on a là un homme qui est vraiment un bon soldat. Le roi Charles, pourtant, est calme et sûr de lui. Il ne doute pas un instant de la victoire contre ces impudents, ces bigots, ces chanteurs de psaumes qui veulent jouer au noble art de la guerre. No. Gone through the parliamentary left. You want me to go? Let us pray. O Almighty God, King of kings and Governor of all things, save and deliver us, we humbly beseech thee, from the hands of our enemies. Comme de bien entendu, chaque camp affirme que Dieu est de son côté. We, being armed with thy defense, may be preserved evermore from all perils, to glorify thee, who art the only giver of all victory, through the merits of thy only Son, Jesus Christ our Lord. Amen. God is our strength! Dieu est notre force, crient les parlementaires. Vive la reine Marie, répondent les royalistes. Le moment approche. D'un côté, l'armée du nouveau modèle. Rebelles au roi, mais fidèles à leur foi. Pour eux, c'est la victoire ou la corde. De l'autre côté, les royalistes, des soldats de métier, qui se battent certes pour le roi, mais autant pour la solde.
Les parlementaires ont l'avantage du nombre. Ils sont 20 000, 14 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Cromwell, qui commande la cavalerie, a pris la tête de l'aile droite avec 12 escadrons. Au centre, l'infanterie, soutenue par 9 canons. À gauche, le reste de la cavalerie, commandé par le gendre de Cromwell, John Ireton. En face, 14 000 royalistes seulement, sous les ordres du roi. Sur l'aile droite, 3 000 cavaliers, commandés par le jeune et bouillant prince Rupert, un soldat de fortune, cousin allemand du roi. À gauche, face à Cromwell, 9 escadrons de cavalerie, sous les ordres de l'austère général Langdale. Au centre, l'infanterie du roi, 11 000 hommes, commandés par Lord Astley. Samedi, 10 heures du matin, les canons donnent le signal de la bataille. D'un pas lent et régulier, alourdis par leurs longues piques, les fantassins du roi marchent au canon. Les royalistes font lentement reculer les parlementaires, en pesant de tout leur poids sur les longues piques. Yes, yes, thank you. Well done, those men. Well done. En peu de temps, la mêlée est générale. Au centre, la ligne des parlementaires plie sous le choc, tandis que sur l'aile droite, le prince Rupert va lancer une charge irrésistible contre le gendre de Cromwell. Sur l'aile gauche, les cavaliers du Parlement s'enfuient. Au centre, la première ligne de l'infanterie a finalement cédé, laissant de nombreux morts et blessés sur le champ de bataille.
Mais la deuxième ligne va maintenant entrer dans la bataille. Ma ligne est enfoncée, s'écrie le roi. Laissez-moi y aller avec ma garde. Pas question, sire, vous allez vous faire tuer. L'infanterie royale a craqué, submergée par le nombre. Et voilà que Cromwell, après avoir mis en fuite les escadrons de Langdale, vient tomber sur le flanc des fantassins du roi, qui forment le dernier carré. Les royalistes ont perdu la bataille. Enfoncés, encerclés, ils vont pourtant se battre jusqu'au bout, formés en hérissons.
up his head! Tout puritain qu'il soit, les soldats du Parlement se précipitent alors sur les équipages du roi pour piller et violer. Les femmes des officiers offrent leurs bijoux en échange de la liberté, mais en vain. Les vainqueurs sont déchaînés. Et tout y passe. Les bagages, les cantinières, les filles à soldats. Prenant ces pauvres femmes pour des catholiques irlandaises, les puritains sont pris d'une rage meurtrière. Ils assassinent les unes et marquent les autres au poignard, comme on faisait aux prostituées. Dans les bagages du roi, les parlementaires découvrent aussi des documents compromettants qui révèlent les tractations secrètes de Charles Ier avec les catholiques irlandais et avec la cour de France. Une trahison qu'ils ne lui pardonneront jamais. En 3 heures, le roi a tout perdu. Son armée, son trésor, son prestige. Pourtant, après Nesby, le conflit va encore traîner 3 ans. Car le Parlement voudrait bien faire la paix avec le roi. Mais l'armée s'y oppose. Le roi lui fera semblant de négocier, mais seulement pour gagner du temps, car il espère toujours un secours de l'étranger. Aussi l'armée de Cromwell va commencer à grogner. On veut la licencier sans la payer. C'est toujours la même chose. Après la bataille, les grands s'arrangent toujours entre eux, et rien n'est changé pour le peuple. Lui, il est tout juste bon à se faire tuer. Pourtant, cette fois-ci, il avait bien cru qu'on lui donnerait enfin la parole. Cruelle déception. Il est évident que toute crise, révolutionnaire surtout, a ses extrémistes. Cromwell n'est pas un extrémiste, mais un homme pratique. Toutefois, l'outil qu'il a forgé va en partie se retourner contre lui. Il existe en ville, à Londres, un premier parti politique, non pas égalitaire, mais cependant radical et avancé dans ses soucis démocratiques, que les adversaires appellent ironiquement les niveleurs, et dirigé par un ancien officier général de Cromwell, Lilburne. Or, ce parti a ses antennes dans l'armée. Et à partir du printemps 1647, au moment où le Parlement, inquiet de cette armée turbulente, veut la licencier ou l'expédier en partie en Irlande, certains régiments élisent à l'échelon de leurs unités des délégués régimentaires qui portent le nom de agitators, agitateurs, en fait délégués à la propagande auprès de leurs supérieurs. Les 3 régiments récalcitrants élisent aussi des conseils de soldats et rédigent un projet de constitution démocratique. Cromwell accourt aussitôt de Londres pour essayer de les calmer. Et au cours de débats qui se déroulent dans la banlieue de Londres, à Putney, à la fin du mois d'octobre 1647, il discute avec eux de leur projet. Ce projet de constitution, intitulé l'Accord du peuple, réclame un droit de vote plus large et plus démocratique, la suppression de la Chambre des Lords, la liberté de la presse. Bref, tout un programme beaucoup trop révolutionnaire pour le général Cromwell et pour son gendre, John Ireton. Le second jour, sur la présentation du programme de constitution, le problème spécifique d'un nouveau Parlement plus démocratique avec extension de la franchise électorale est présenté par les agitateurs. À quoi s'opposent le gendre de Cromwell et un certain nombre d'officiers
au nom du danger, disent-ils, que cela pourrait représenter potentiellement, notamment pour la propriété privée. What about property? Qu'est-ce qui se passera devant la propriété privée? Tel est l'argument qui est opposé aux agitateurs. Le troisième jour, la discussion, qui devient de plus en plus aigre, porte sur le problème du contrôle, notamment de la milice urbaine et des forces en général, et d'autre part, du rôle que l'on doit accorder à la Chambre des Lords, dont, bien entendu, les agitateurs désirent se débarrasser définitivement. Quelques jours après, lors d'une revue militaire, Cromwell écrase brutalement la tentative de demi-mutinerie de soldats et d'agitateurs. Le mouvement niveleur dans l'armée semble désormais écrasé. Colonel Ridge, remove those papers. Quant au roi, vaincu à Nesby, il va jouer le double jeu pendant 3 ans. Il se constituera prisonnier, puis s'évadera. Le Parlement le kidnappera, puis le libérera. Mais il n'y a rien à faire. Il ne cédera jamais. Alors en 1649, après 7 ans de conflit, le Parlement va prendre une décision inouïe. Juger le roi. Le procès est plutôt une formalité. On nomme un tribunal, soi-disant populaire, d'environ 80. Le roi est mené dans Westminster Hall pour son procès, qui fait partie des maisons de Parlement d'aujourd'hui. On peut toujours le voir. C'est une vaste salle et c'était complètement plein. Mais très silencieux, l'auditoire ne disait presque rien, murmurait un peu, c'est tout. Le roi refuse de plaider. Quand on l'accuse d'être tyran, traître et meurtrier de son peuple, il sourit cyniquement, mais refuse de plaider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand un accusé refuse de plaider? Le procès ne peut pas continuer. Alors, pour 3 jours, on s'embête, on discute qu'est-ce qu'on va faire, et puis on décide simplement de condamner le roi. On le condamne à mort et 3 jours après, il est exécuté sur un échafaud dressé dans la rue devant son palais de Whitehall. Cette partie du palais est toujours là et toujours face à la grande rue de Whitehall. Il y avait une foule assez grande, mais l'échafaud était complètement gardé par des troupes parce qu'on avait peur, n'est-ce pas, d'essayer de délivrer le roi. Mais ça n'est pas arrivé. Le roi arrive sur l'échafaud encore très digne, très calme, habillé tout en noir. Il dit que c'est lui qui a toujours été le gardien, le protecteur des libertés de son peuple, que c'est le Parlement qui a violé la loi, que son procès a été complètement illégal et qu'il meurt comme le martyr de mon peuple. C'était ses mots. Puis il s'agenouille, mais il trouve que le billot est beaucoup plus bas que d'habitude. Et on avait fait ce billot si bas parce qu'on craignait qu'il se débatte. Mais Charles avait beaucoup trop de dignité pour penser à une telle chose. Alors il se met très simplement à plat ventre, il met sa tête sur le billot. Le bourreau a un signal qui lui donne « laisse tomber la hache ». Et sa tête est coupée dans un seul coup. Et c'est la fin de Charles Ier, un homme extrêmement brave, extrêmement sincère, mais peu doué en choses politiques. Pendant 9 ans, sous la direction énergique de Cromwell, l'Angleterre va faire sans grand enthousiasme l'expérience d'une république plutôt autoritaire. Ô ironie, Cromwell lui-même va dissoudre le Parlement et par 2 fois. Puis à la fin de 1653, il se fera nommer Lord Protecteur, un titre bien ambigu. En fait, un système présidentiel extrêmement musclé,
À la fin de sa vie, les classes dirigeantes, par souci de stabilité sociale, offraient à Cromwell la couronne. Celui-ci, sous la pression de ses officiers, dut la refuser. L'année suivante, il mourait. Après 2 ans de désordre, un de ses officiers, le général Monk, rétablissait discrètement une monarchie qu'on espérait plus consciente de ses nouveaux devoirs. Le fils de Charles Ier, Charles II, monte alors sur le trône, non plus par la grâce de Dieu, mais par la grâce du Parlement. Désormais, la monarchie anglaise sera définitivement constitutionnelle. Le Parlement a établi sa souveraineté pour toujours. Peut-être l'Angleterre a-t-elle fait ce jour-là l'économie des 3 révolutions qu'allait connaître la France. Plus curieuses encore sont les conséquences internationales. Après 1660, certains de ces protestants de gauche, connus sous le nom de dissenters et persécutés, partirent pour l'Amérique. Et ils participèrent certainement à cette lente évolution qui mena à la Révolution américaine et à ses principes de constitution. C'est ainsi qu'on retrouve une des clauses du pacte du peuple des niveleurs dans un des amendements de la Constitution américaine, et que les accents de Jefferson contre les tyrans ont des ancêtres bien évidents dans les luttes du temps de Cromwell. Notons également que la France révolutionnaire s'offrit une expérience toute semblable. Ainsi, le procès de Louis Capet ressemble considérablement à celui de Charles Stuart. Et l'on pourrait dire que si les débats des États généraux de 1789 furent rendus publics, ce fut grâce à la publication par Mirabeau lui-même de la traduction du célèbre appel pour la liberté de la presse et la tolérance des idées, lancé au jour même de Marston Moor par Milton en Angleterre. Dernier aspect fort inattendu. Dès 1860-1870, les Russes eurent connaissance, probablement par notre Guizot, de la Révolution d'Angleterre dans ses détails. À partir de 1890 et jusqu'à la Révolution de 17, les études se multiplièrent, notamment au moment de la première Douma. Il est émouvant de lire dans la marge de ces manuels la mention des agitateurs et la traduction en russe des conseils de l'armée Soviet Army. Il est éminemment probable que Lénine, en son exil, lut ces textes et qu'il y a là un rapport. De même que l'Angleterre a été, comme l'on sait, par sa Chambre des communes, mère de nos parlements, elle est également, peut-être sans en être parfaitement consciente, la mère de toutes les révolutions qui ont suivi.